Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour le journal de ce jour, à vendredi 10 septembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction région de Tillabéri qui reçoit la visite du président de la République, Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum était donc dans cette localité pour rencontrer les hommes sur le terrain, mais aussi pour remonter le moral de la population de cette région meurtrie par les attaques terroristes. Le temps de revenir sur cette visite, rendons-nous à Dosso, où la région de Dosso a constitué la dernière étape de la campagne de plaidoyer sur les enjeux de l'actualisation du cadre juridique national protégeant les femmes et les jeunes filles des violences. Une campagne qui rentre dans le cadre du projet Spotlight initié par le Bureau de la médiature de la République du Niger. Précision dans cet élément. Les rideaux de la campagne de plaidoyer sur les enjeux de l'actualisation du cadre juridique national protégeant la femme et les jeunes filles des violences sont tombés ce jeudi 9 septembre 2021 de l'après-midi à l'hôtel Galaxy de Dosso. Cette campagne, faut-il le rappeler, est organisée par la médiature de la République dans le cadre du programme Spotlight Niger sous le leadership du médiateur de la République, Grand Croix de l'Ordre national du Niger, Maître Ali Sefi Mega. Ainsi, après 48 heures d'horloge, d'échanges et d'intenses travaux de réflexion, les participants à cette rencontre de la cité d'Ekoy ont passé en revue des textes juridiques protégeant les femmes et les jeunes filles de violence. La fin des travaux a été marquée par une déclaration dite de Dosso à travers laquelle les participants ont fait plusieurs recommandations à l'endroit de l'État, ses partenaires, les chefs traditionnels et les oulémas. À l'endroit du Parlement et du gouvernement. 1. Élaborer une loi spécifique sur violence basée sur le genre. 2. L'alinéa 2 de l'article 284 du Code pénal prévoit que quiconque aura commis le crime de viol sur la personne d'un enfant en dessous de l'âge de 13 ans sera puni d'un emprisonnement de 15 à 40 ans. Nous recommandons la révision de cet article en vue d'étendre cette protection jusqu'à l'âge de 18 ans et de prévoir aussi une interdiction pour les juges d'accorder des circonstances atténuantes et le sursis aux auteurs de viols sur les mineurs. En prenant la parole pour la circonstance, le secrétaire général de la région a remercié le médiateur de la République pour sa présence active durant le déroulement des travaux de Dosso. Asuman Amadou a aussi fait une mention spéciale à l'endroit des participants pour leurs propositions pertinentes. Prononçant le discours de clôture, le médiateur de la République a tiré un bilan satisfaisant et salué les résultats atteints au cours de cette campagne. Ces rencontres nous ont permis d'examiner le cadre législatif existant confronté aux réalités vécues des communautés. Les déclarations régionales enregistrées vont permettre d'animer la rencontre au niveau national. Cette rencontre verra donc une déclaration, dite déclaration de Niamey, qui sera donc transformée en déclaration nationale. Et cette déclaration sera portée au président de l'Assemblée nationale par une marche symbolique avec en tête le médiateur de la République accompagné de femmes, des hommes de la société civile, des membres du gouvernement, des leaders communautaires et des élus locaux. Maître Ali Sefi Mega a aussi vivement remercié le PNUD et les autres partenaires pour avoir accepté d'accompagner son institution pour la réussite de cette campagne. Une photo de famille a immortalisé cette rencontre de Dosso. Je l'annonçais au début de ce journal, témoigner la solidarité et le soutien de la nation entière face à la situation difficile que vive la population de la région de Tillabéri, affectée par les attaques terroristes depuis plusieurs années. C'est entre autres objectifs du déplacement du président de la République, Mohamed Bazoum, qui a entamé depuis ce matin une visite de travail de 2 jours dans cette région. Mohamed Bazoum, il a mis à profit sa visite
visite pour rendre un hommage donc, aux forces de défense et de sécurité qui sont sur place pour défendre l'intégrité du territoire national. Le président de la République s'est également rendu sur le site des travaux du barrage de Kandaji avant de présider la réunion du Conseil régional de sécurité. Précision, donc, je propose de suivre un extrait de l'intervention du président de la République, Mohamed Bazoum, ce matin à Tillabéri. Je suis venu ce matin ici à Djadja après que j'ai eu à faire la même chose la première fois à Difa, la deuxième fois à Maradi, pour vous saluer, pour vous témoigner notre reconnaissance du travail remarquable que vous faites. Nous avons eu de belles victoires que vous avez écrites avec votre sang. La dernière en date, c'était à Zaroumdere. Cette bataille est une fierté pour notre armée. C'est une fierté pour notre pays. Je voudrais avoir une pensée pieuse pour tous ces hommes, vos camarades, qui ont laissé leur vie dans ce combat pour le Niger et contre le terrorisme. Je voudrais vous dire aussi toute la fierté qui est la nôtre pour la vaillance dont vous avez toujours fait preuve et dont l'illustration, la dernière en date, c'est justement Zaroumdere. Depuis lors, le rapport de force a considérablement changé. Et vous aurez constaté que l'ennemi a changé de mode d'opération et ne vous cherche plus parce que il sait ce qu'il attend à vouloir le faire. C'était là donc un extrait de l'intervention du président de la République, Mohamed Bazoum, ce matin à Tillabéri, devant les éléments de force de défense et de sécurité qui mènent un travail remarquable, comme il a dit, devant les hommes en treillis. Mohamed Bazoum, donc, qui est en visite de travail de 2 jours pour témoigner la solidarité et le soutien de la nation entière à la population de la région du fleuve, mais aussi aux forces de défense et de sécurité. Nous y reviendrons plus en détail avec nos envoyés spéciaux. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger était hier dans l'après-midi à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, IFTICA. Il s'est agi pour le diplomate américain de parler du renforcement de la coopération bilatérale de longue date, mais aussi de voir dans quelle mesure soutenir cette école qui reçoit des étudiants de nationalité étrangère. Précision dans cet élément. Un pôle d'excellence à la pointe de la technologie pour une formation de qualité, c'est cette vision que s'est fixée le directeur général de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, d'où cette offensive diplomatique engagée depuis un certain temps. Pour renforcer la coopération de longue date et soutenir les efforts de l'État dans le domaine médiatique, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a effectué le déplacement de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication. Peu après la rencontre d'échange qui a permis à Eric Whitaker d'évoquer les différentes activités menées par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger, l'ambassadeur a effectué une série de visites à toutes les étapes. Il a eu d'amples explications sur l'école et les difficultés rencontrées. Nous avons parlé notamment de tout le travail que nous avons fait avec les Nigériens pour la liberté de la presse et l'avancement de le journalisme ici au Niger. Une presse libre et transparente félicite l'échange d'informations vitales et combattre contre la corruption et la défense des droits humains. Nous avons une connaissance actuelle de réalité de IFTEC et le besoin sur programmation, sur planification pour le futur et les enseignements. Je travaille avec mon équipe, notre directeur de diplomatie publique, qui est aussi le porte-parole de l'ambassade, et le directeur du Centre culturel américain de toutes les parts du Niger. Je travaille avec les membres de notre équipe pour développer les possibilités de soutien pour l'IFTEC.
Le directeur général de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication a magnifié cet exemple de coopération qui a déjà permis aux États-Unis d'Amérique de mettre à la disposition de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication une régie mobile pour faciliter l'apprentissage en télévision. Amadou Sadou Iliassou a émis le vœu que cette visite soit fructueuse tant sur le domaine du renforcement des capacités des enseignants que techniques. Faire rayonner le fait que nous avons des étudiants, pas seulement du Niger, nous avons des étudiants qui viennent d'ailleurs, plusieurs nationalités. Ok, d'accord. Tout simplement parce que l'EFTEC donne une formation de qualité. Eh bien, c'est cette qualité-là que nous voulons maintenir de façon à pouvoir faire face, parce que désormais, il y a une compétition, une concurrence, ça et là, que ce soit ici ou dans d'autres pays, vous nous entendez parler souvent, on parle beaucoup de renforcement de capacité des enseignants, nous parlons beaucoup de rénovation de du matériel. Le ministère, Dieu merci, nous accompagne. Okay. Récemment, nous a doté d'un matériel dans le cadre donc de montage. Ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même un début et qui nous encourage, qui montre que nos autorités sont aussi préoccupées par notre situation, ils sont aussi préoccupés par notre ambition, nous accompagnant à aller dans ce sens-là. Cette visite viendra renforcer la longue liste des partenaires de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication qui entendent l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission. Difficile pour les usagers de l'axe route à Tillabéri d'emprunter cette voie à une certaine heure de la journée du fait de l'embouteillage. C'est l'exemple du carrefour du cimetière Yantala où le blocage est toujours fréquent, ce qui met du coup mal à l'aise les usagers. Pourtant, des possibilités de désengorger ces carrefours existent. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Hamza Sakou et Nasser Sedou. Vers 7 h du matin, les rues sont presque désertées. Seuls quelques usagers les empruntent et y circulent aisément. 30 à 40 minutes plus tard, c'est le désordre total. De longues files de véhicules débarquent de tous les coins de la ville. À l'image de la voie quittant rond-point Gadafawa, en sortant vers Tillabéri, en passant par le rond-point cimetière, les usagers pressés, furieux de constater le retard qu'ils sont en train d'accuser dans la circulation, témoignent ce calvaire. Il y a beaucoup de véhicules certainement et puis il y a un mauvais contrôle au niveau du rond-point parce que si vous constatez l'autre voie, c'est une double voie, là c'est une voie à sens unique en quelque sorte. Donc il y a beaucoup de véhicules honnêtement, donc c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Il n'y a pas assez de routes et puis les couloirs qui mènent à cette voie sont impraticables. D'abord la ville grandit. En grandissant aussi, la population aussi de Niamey aussi est en train de grandir, comme vous pouvez le constater. Et il y a de plus en plus de véhicules. Alors, donc, et ça, c'est une voie qui est beaucoup utilisée. Bon, il n'y a pas que le manque de double voie. Il y a aussi le fait que, on dirait que c'est l'habitude de la population de Niamey de se réveiller ou bien de quitter les maisons presque à la même heure. Alors ça peut constituer vraiment une des causes donc, de cet embouteillage aussi. Pour l'association nigérienne pour le civisme et la croissance, cet embouteillage est dû à plusieurs facteurs, dont une solution est bien possible. Il suffit d'aménager davantage les différentes ruelles, les différentes rues et les différentes routes dans les différents quartiers. Aujourd'hui, par rapport à l'axe principal du rond-point Gadafawa jusqu'à la sortie Tillabéri, nous pensons que c'est simplement du fait que les autres axes qui sont censés être des alternatives par rapport à cette route ne sont pas aussi praticables. Et je donne l'exemple. Quand vous regardez derrière la centrale Nigélec Goudel, vous avez une route
qui pratiquement va jusqu'à Sonissi, Tilaberi, sortie route Tilaberi. Et cette route-là, si les autorités de la ville de Niamey réaménagent ça, je pense que déjà ça va créer un désengorgement au niveau de l'axe principal. Et de l'autre côté, au niveau de Kouarkano, quand vous regardez, donc les différentes ruelles au niveau de Kouarkano qui peuvent être en fait, si vous voulez, des voies de secours aussi ont besoin d'être revues. Enfin, dans leur politique d'urbanisation, les autorités de la ville de Niamey sont interpellées afin de rendre plus fluide le trafic routier, permettant ainsi aux usagers de vaquer à leurs occupations et mieux encore éviter ce nombreux accidents dus à la précipitation et à l'intolérance. Un autre tronçon, un autre calvaire. Rendons-nous sur la route à Namaro, précisément au niveau du village de Ganguel. Là-bas se trouve un pont qui se trouve être dans une situation très dégradée. Des énormes fissures se sont formées tout au long de l'infrastructure, causant du coup de désagréments aux usagers. Reportage Ibrahim Boubacar et Cheb Guissou. Nous sommes à Ganguel, un village situé à quelques encablures de la ville de Niamey, sur la route qui mène à Namaro. Là se trouve un mini-pont qui assure la liaison entre la ville de Niamey et les villages environnants, dans un état de dégradation inquiétante. Mis à part le désagrément que cela cause aux usagers, on peut également sentir des secousses lorsque les grands véhicules le traversent, d'où ce cri de cœur. Cette voie est gâtée. Nous demandons aux autorités de la réparer pour nous alléger les tâches. Nous voulons qu'on nous répare la voie, car elle est complètement dégradée. Quand nous venons avec du chargement, le pont tremble. Ce pont est mal fait. Il détruit nos piliers. Nous demandons de grâce aux autorités pour sa réparation. Il est important de noter que cette infrastructure demande réparation et au plus vite, car si rien ne fait un bon matin, il pourrait bien y avoir des conséquences tragiques. Mais au-delà, il faut que nos mentalités profondes changent et commençons à faire les choses honnêtement, sans aucune cupidité. Retour ici à Niamey, Ibrahim Boubacar. On le voit porter pour sortir donc, en allant en ville le sac à main, un accessoire de beauté pour les femmes. Mais qu'est-ce qu'il représente véritablement pour ces dernières? C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Nafisa Yahya et Sadoudouni. Un des accessoires de beauté, le sac à main représente beaucoup pour les femmes. En effet, il est utilisé pour transporter tout ce dont elles ont besoin le long de la course. L'importance du sac à main, c'est garder les choses pour la femme, parce que la femme a beaucoup de choses, dont les trucs comme les sous-vêtements, son porte-monnaie, elle peut mettre dedans. Si elle va au marché et qu'elle achète quelque chose, elle peut toujours mettre dans son sac à main. Et son argent aussi. Ça représente d'abord la beauté de la femme. Parce que quand la femme est habillée et qu'elle n'a pas le sac à main, elle est... Donc je peux dire qu'elle n'est pas belle quoi. Donc quand tu t'habilles et que tu portes ton sac à main, ça représente ta beauté. Si Marie-Thérèse porte son sac tout le temps, Aïchatou et Zainab, elle le porte seulement pour partir à l'école coranique. Il y a des Corans, des hadiths, tout pour la lecture du Coran. Ça a une grande importance puisque je peux transporter tout ce que je veux. Si je vais aller à la Makaranta là, c'est toujours avec mon sac à main comme ça. Il n'y a pas de disposition qu'Allah nous guide seulement. Dans mon sac, je transporte mon Coran. Je ne le porte que pour partir à l'école coranique. Ce pourquoi je ne le porte pas tout le temps, c'est à cause des voleurs qui nous les arrachent des fois. Le sac à main ne représente-t-il pas un important accessoire pour la femme?
Cependant, en le portant, beaucoup s'exposent à des vols par arraché ou toute autre menace. Au Niger, des espaces appelés centres amis de jeunes ont été créés par les adolescents. Objectif est de faciliter à la jeunesse l'accès à l'information sur la santé de la reproduction. Nos confrères du studio Kalangou ont donné la parole à quelques acteurs que je propose de suivre. Et la santé de la reproduction, justement, elle regroupe plusieurs domaines. Il y a au moins 7 domaines, donc, par exemple la santé de la femme, la santé de l'enfant, la santé des adolescents, la santé des hommes et la santé des personnes âgées. Donc c'est tout ça qui constitue la santé de la reproduction. L'article 2 dit que la santé de la reproduction est un droit universel. Toute personne humaine, quel que soit son niveau, son âge, son sexe, son lieu, son statut social. Donc c'est un droit aussi aux jeunes et aux adolescents. Ils ont le droit, et ils ont aussi l'article 5 le dit aussi, ils ont le droit à l'information sur toutes ces questions. Et actuellement, il y a une équipe qui est sur le terrain pour la vulgarisation de cette loi SR et le décret d'application. Et pas que cette loi SR même, parce qu'on a même un argumentaire religieux harmonisé. On a fait avec les religieux, quel est le point de vue de la religion par rapport à la santé de la reproduction. Le point de vue de l'islam, le point de vue du christianisme. Mais je suis d'accord, c'est insuffisant. Il faut aller jusqu'au niveau des communautés. Une jeune fille qui vient de commencer ses règles, elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas qui approcher. Et là aussi, au niveau des écoles et autres, et même dans les sensibilisations de les quartiers, on sensibilise les jeunes leur disant que quand tu ne sais pas qui approcher, tu as honte de quelqu'un, tu te rends spécialement ici, directement ici, autant pour moi. Et il y a les sages-femmes qui sont là pour t'écouter et c'est de l'anonymat vraiment. Et quand tu es ici, tu as la réponse à tous tes problèmes, comme j'ai eu déjà à le dire. Il y a des jeunes filles qui rencontrent des grossesses non désirées. Ici, tu viens, on t'explique, voilà. La meilleure des solutions, vraiment, c'est de s'abstenir. Mais quand tu sais que tu ne peux pas t'abstenir, voilà des moyens pour toi pour éviter les grossesses non désirées et aussi éviter les maladies sexuellement ou disons les infections sexuellement transmissibles. Si le jeune n'est pas bien accueilli, il ne va pas avoir confiance en vous, c'est normal. Donc c'est une approche qu'on a d'accueillir le jeune, qu'il se sente à l'aise, qu'il se sente chez lui, qu'on est là pour lui. Si c'est la planification familiale, c'est gratuit. Si c'est le dépistage volontaire aussi, c'est gratuit. Même le traitement IST syndromique des IST aussi, c'est gratuit. VIH sida sambu borma ungu bon hagoyde mat kam bor tega sida doro sambu da bormi ko gan chale mo ngay feri se imka santrora bon fere ceci ay hayre be zano ka hana sintin ga hayo bice se kalkan ai ni ai ci se gina yarda ai mo ay goka e bo funa legi tinango e kanango mil bongo feri matakan bon telwa da sida dorizo matakan da ginga samunda ko burga wala lura. Un mot de la culture, c'est pour parler des activités entrant dans le cadre de la deuxième édition du festival Niamey Inuit qui vont débuter demain à l'hôtel Bravia. Les organisateurs étaient donc face à la presse ce vendredi pour faire le point des préparatifs, mais aussi pour annoncer les couleurs. Un artiste phare de cette édition, et José est un artiste ivoirien, nous rapporte Abdelrazak Kamilou. Et c'est parti pour la deuxième édition de Niamey Inuit. Cet événement qui s'installe tout doucement comme étant l'un des événements haut de gamme à Niamey. Après le succès de la deuxième édition avec notamment l'artiste Maïka Alabi, la deuxième s'annonce très riche. Niamey Inuit, la deuxième édition est prévue pour demain. J'espère que vous avez tous vos passes et j'espère que vous avez hâte
de découvrir du José sur la scène. Monsieur Médard, merci pour votre équipe, la direction commerciale de Bravia. C'est comme le dîner en blanc dans les autres pays, mais on ne voulait pas l'appeler le dîner en blanc. C'est pour ça qu'on l'a nommé Niamey White. C'est un dîner de gala qui se passe en plein air, où nous avons à chaque fois des prestations d'artistes internationaux et nationaux, des défilés de mode, et cette fois-ci, nous aurons des remises de trophées à des acteurs qui interviennent dans le domaine de la culture au Niger. La particularité pour cette deuxième édition, c'est que on est monté en gamme. Après, vous avez la diva José. Pour cette deuxième édition, c'est José en tête d'affiche pour un show qui promet. C'est que les types finissent pas si tu veux pas qu'on me libérer. J'ai hâte. Merci beaucoup pour l'accueil. Rendez-vous est ainsi pris demain samedi 11 septembre 2021 à l'hôtel Bravia pour cette deuxième édition de Niamey in White. Une pratique qui se développe à Niamey, c'est notamment l'utilisation abusive des véhicules administratifs. Une pratique contraire à la réglementation qui doit amener l'État à sévir pour mettre fin à cette habitude donc mal vue par la population. La non-effectivité de l'application de la loi réglementant l'utilisation de ces véhicules est la principale cause de cette pratique. Selon Issoufou Kado, il est ancien syndicaliste, donc je vous propose de suivre en partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Les difficultés dans la gestion du parc automobile de l'État, il réside dans le retard mis pour mettre en œuvre les dispositions du décret 2014-436 PRN-MF du 19 juin 2014. C'est ce décret-là qui fixe les règles d'organisation, de gestion et de contrôle de la comptabilité des matières appartenant à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique. Normalement, le ministre chargé des Finances devrait nommer un ordonnateur et un comptable des matières. Dans la pratique, ça tarde. C'est ce qui amène les difficultés. Et puis, il y a un décret qui devrait être pris par les autorités compétentes pour réglementer l'utilisation même des véhicules de l'État. Puisqu'il y a plusieurs sortes de véhicules de l'État, si je peux me résumer. Vous avez les véhicules de fonction, les véhicules de liaison, vous avez des véhicules officiels, des véhicules de mission, des véhicules en général qui sont affectés à des personnalités, des ministres ou des personnalités qui ont exercé des fonctions étatiques, à savoir les anciens chefs d'État. Les ministres, eux, ils ont des véhicules officiels. Maintenant, pour les véhicules de fonction, ces véhicules-là sont mis normalement à la disposition de certaines personnalités ou agents assumant de hautes fonctions. Vous avez les secrétaires généraux des ministères, les directeurs des cabinets, les directeurs généraux, les inspecteurs de l'État. Les véhicules affectés, là, eux, ils restent à la disposition exclusive et permanente des bénéficiaires. Même en dehors des heures de service, ils sont à leur disposition. C'est lié à leur fonction, ils peuvent circuler avec à tout moment. Mais normalement, ils devraient avoir un livre journal qui est tenu par le comptable matière. Dans ce livre journal-là, on doit préciser l'identité du bénéficiaire du véhicule, la fonction qu'il occupe et le numéro de l'acte qui le nomme. Si c'est un décret ou un arrêté qui le nomme dans la fonction qui lui donne droit à l'utilisation de ce véhicule-là. Maintenant, la troisième catégorie, c'est les véhicules de liaison. Les véhicules de liaison sont des véhicules destinés au bon fonctionnement des services et ne peuvent être mis à la disposition exclusive d'un agent de l'État. L'usage privé de ces véhicules est strictement interdit. Ça, c'est des véhicules qu'on appelle des liaisons. On ne peut pas les utiliser à des fins personnelles. Maintenant, la quatrième catégorie, c'est les véhicules de service ou ce qu'on appelle des véhicules de tournée.
Les véhicules de service ou les véhicules de tournée sont affectés à des cadres, à des fins de mission sur le terrain. Donc ces véhicules-là, de liaison et de services de tournée, peuvent circuler que si le conducteur sont munis d'une autorisation spéciale de circuler ou d'un ordre de mission. En principe général du droit administratif, les véhicules administratifs ne doivent faire l'objet ni de prêt, ni de mise à disposition, même au profit d'une autre administration ou service public, sauf des cas de réquisition. Vous avez aussi les véhicules des établissements publics de l'État. Ce sont des véhicules qui sont acquis sur le budget de ces établissements publics, reçus à titre de dons ou legs, les véhicules rétrocédés ou acquis par des projets ou des programmes. Vous avez aussi les véhicules des forces de défense et de sécurité, de l'administration parlementaire, les véhicules des collectivités territoriales et les véhicules des sociétés d'État et d'économie mixte. Ces genres de véhicules, normalement, elles devraient être régies par une réglementation spéciale, ce qui n'est pas fait. Donc c'est pour cela qu'on est actuellement dans des confusions, parce que les textes ne sont pas clairs. Pour qu'on puisse réglementer ça, il faudrait, comme j'ai dit, prendre un décret qui va fixer les modalités d'utilisation des véhicules de l'État. Et pour que ceci soit vraiment effectif, et moi je disais qu'il y a lieu de procéder peut-être à prendre des sanctions, puisque la réglementation a prévu des sanctions. Les textes en vigueur actuels ont prévu des sanctions, c'est-à-dire il y a des sanctions pécuniaires, des amendes qu'on peut infliger à un fonctionnaire de l'État qui utilise de manière abusive le véhicule de l'État. L'utilisation abusive, c'est quoi? Quand vous utilisez le véhicule à une destination qui n'est pas prévue, à des fins personnelles, vous prenez un véhicule, vous partez, vous promenez ou bien aller dans des affaires de mariage, tout ça, c'est pas réglementaire, quoi. Donc, les textes ont prévu des amendes ou le retrait même des véhicules. Ça, c'est des dispositions. Mais dans la pratique, ceci n'est pas observé. C'est ce que je peux dire par rapport à la gestion du parc automobile de l'État. Il y a des difficultés et il y a la nécessité de revisiter les textes, de les adapter à la réalité, quoi. C'est des textes c'est un décret qui date de 2014. La comptabilité matière au Niger actuellement, elle n'est pas bien suivie. Il n'y a pas de comptable matière nommé, il n'y a pas d'ordonnateur nommé. Tout ça, il faut prendre des dispositions pour que ça soit effectif. Si on veut voir clair dans la gestion des matières, particulièrement le parc automobile de l'État. Indépendamment de ces différentes catégories, je ne crois pas qu'il y ait un décret qui affecte un véhicule à utilisation personnelle de domicile d'une personnalité. Les gens le font, mais il n'y a pas un texte réglementaire, en tout cas, qui l'autorise. Il n'y a pas un texte, dans ce que j'ai lu là, ce que je vous ai expliqué, qui autorise une personnalité à avoir un véhicule affecté spécifiquement à son domicile. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut revisiter les textes et les adapter à la réalité. Mais dans la pratique, vous avez des ministères même où des secrétaires généraux ont des véhicules affectés à leur domicile alors qu'ils n'ont pas droit. Vous avez même des directeurs généraux des services qui ont des véhicules de fonction et en même temps, chez eux, les courses des maisons, ils ont des véhicules affectés. Ça, ce n'est pas réglementaire. C'est ce qu'on appelle l'utilisation abusive des véhicules de l'État. Il y a un décret qui devrait être pris pour réglementer l'utilisation. Ça n'a pas été pris. Et celui qui dispose du véhicule de fonction, il a une autorisation, normalement écrite par une autorité compétente, qui l'autorise à utiliser le véhicule. Et dans cette autorisation, on précise les caractéristiques du véhicule, son identité et tout. C'est ça qui lui permet de circuler. Bon, les véhicules de l'État n'ont pas d'assurance. Ils se promènent comme ça. En cas d'accident, c'est le budget général qui prend, si la partie étatique doit dédommager, elle est en faute, c'est le budget général qui dédommage les gens. C'est supporté par le budget, quoi.